Bienvenue dans le Pédago Flash. Alors je suis accompagné d'Anne-Laure Delaunay aujourd'hui et on va parler donc d'apprentissage en mouvement. Donc Anne-Laure, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter ? Oui, merci. Bonjour Julien. Donc je suis Anne-Laure Delaunay, je suis maîtresse de conférence ici à l'IMT depuis septembre 2022. Et avant cela, j'ai travaillé pendant 10 ans en différents postes en entreprise. D'accord, très bien. Et finalement, donc, d'ailleurs, je remercie d'ailleurs Marine qui a organisé notre rencontre par rapport à ce podcast, parce qu'en fait, pendant l'Académique Day, en fait, on a pu, alors l'Académique Day, c'est une journée qu'on a dédiée donc aux enseignants et à tout ce qui concerne la pédagogie, et on a pu un petit peu glaner différentes pratiques. Et dans ces pratiques qu'on a récupérées, en fait, qu'on a pu capitaliser, il y avait justement cette notion d'apprentissage en mouvement, donc une pratique que tu as, toi, référencée. Et je voulais savoir justement comment est-ce que tu mets en place ce genre de pratique avec des étudiants. Donc, pour rappel, hein, nous sommes dans une école, une business school, donc avec des étudiants, j'imagine, du cycle PGE. Déjà, c'est quel type d'étudiants déjà ? Alors, moi, j'enseigne qu'en PGE. D'accord. Donc en effet, ce sont plutôt des étudiants PGE. Et dans mes expériences précédentes d'enseignement, c'était plutôt des étudiants niveau master 1 et 2. D'accord, ok, très bien. C'est par rapport à quel type de cours pour peut-être un petit peu cibler un petit peu ce podcast aussi ? Alors, mon expérience, c'est sur des cours en organisation, théorie des organisations et management des systèmes d'information. Okay. Mais je pense que c'est tout à fait utilisable dans d'autres disciplines des sciences de gestion. D'accord, très bien. Bah, écoute, parfait. Donc on va arriver dans le concret, dans le concret du sujet. Donc voilà, comment est-ce que tu mis en place et en quoi consiste justement l'apprentissage en mouvement ? Alors je vais commencer, si tu veux bien, par donner peut-être un peu des éléments de contexte. Comment est-ce que je suis arrivée à tester en tout cas ce type d'apprentissage par deux voies. La première, c'est lors de ma thèse, j'ai pu expérimenter dans le programme que j'avais intégré, qui était le programme Usine du Futur, des exercices d'animation de groupe via c'était donc du design thinking, etc. Mais je passe les détails avec mon manager Benjamin Grodereuil et des collègues Diana Kissy et Dominique Demarquis. On a pu expérimenter justement avec des équipes de la SNCF dans du change des ateliers où on obligeait un petit peu les gens justement à se déplacer dans l'espace, à utiliser les murs, vraiment à utiliser à la fois le mobilier et l'espace qui était certes contraint avec des murs, mais justement pour éviter les aspects statiques et derrière également, on pourrait dire, un peu de résistance qu'il peut y avoir. Donc l'objectif, c'était un petit peu de mettre en mouvement le corps pour mettre aussi en mouvement l'esprit et trouver de nouvelles idées tous ensemble. Donc finalement, tu as exporté quelque part une pratique qui est assez fréquente, c'est vrai, en entreprise, je pense, plus dans ce qu'on appelle l'andragogie, enfin la formation pour adultes, entre guillemets, et finalement, tu as exporté cette pratique-là dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, je vais te laisser continuer, mais en tout cas, c'est très intéressant cette démarche. Et c'est vrai que sur le terrain, comme j'étais observatrice à l'époque, j'étais vraiment très intéressée parce que je trouvais que ça marchait bien et que justement des personnes qui avaient l'air plus réservées ou comme en plus c'est un aspect assez hiérarchique fort historiquement dans ce type d'organisation, on les voyait quand même prendre la parole et commencer des idées ont commencé justement à émerger qui étaient extrêmement intéressantes. Donc je me suis dit tiens, ça c'est intéressant pour aussi pourquoi pas essayer en cours. Et la deuxième chose, c'est tout simplement, c'est vrai que déjà chez les jeunes enfants, ça a été démontré par des recherches que la mise en mouvement favorisait aussi l'apprentissage, que finalement le cervelet qui était stimulé par le mouvement permettait aussi de stimuler les aspects cognitifs. Donc cette dimension aussi du mouvement dans l'apprentissage, elle est même importante, on va dire physiologiquement, etc. Donc c'est aussi important, je pense, de le prendre en considération dans nos apprentissages qui sont historiquement aussi assez statiques avec la table, la chaise et on s'assoit. Aujourd'hui, on voit bien aussi que les apprenants, finalement, sont présents physiquement, statiquement, mais d'un autre côté, on les voit aussi absents virtuellement, parce qu'ils sont en mouvement, mais un mouvement plus virtuel.
il se promène sur la toile. Donc la question aussi qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive finalement à les ancrer aussi dans nos salles de classe, à la fois par l'esprit et pas seulement le corps. Donc c'est pour ça aussi que dans mes réflexions, je me dis je vais tester justement cette méthodologie, qui est donc une méthodologie assez simple, je pense, à mettre en place, qui mériterait aussi d'être discutée, exploitée, développée. Il y a sûrement aussi d'autres choses que font mes collègues à l'IMT sur des sujets de mouvement, mais pour partager un petit peu mon expérience, c'est très simple, c'est que j'investis dans ce qu'on appelle du magic paper, qui sont des papiers, des paperboards qu'on peut coller n'importe où sur les murs, et qui fonctionnent comme un tableau blanc. D'accord, donc en fait le principe c'est que c'est un peu une technique d'idéation, on va dire, où ils doivent coller finalement des post-it, finalement c'est ça un petit peu le principe. Enfin j'imagine qu'il y a peut-être plusieurs étapes. Est-ce que tu peux justement nous donner un exemple, par exemple, d'une séance utilisant cette pratique-là, parce que j'imagine que ça va être que simplement sur peut-être une petite partie ou une grande partie de la séance, et puis en plus tu auras également l'enseignement plus traditionnel entre guillemets. Donc la plupart du temps j'avais des séances de 2 à 3 heures. Donc ce sont des séances assez longues. La première chose à bien faire, c'est évidemment d'être très clair sur les règles, que sont les timings, le rôle de chacun, donc qui va être le maître du temps, qui va être vraiment l'animateur, qui va également s'assurer que tout le monde a bien la parole dans le groupe. Et également, il faut expliciter dès le départ, est-ce que tout le monde travaille sur la même question ? Parce qu'on... Je fais des groupes différents, ou est-ce que chacun a une question justement différente et après on va les aborder. Pourquoi je précise cela ? Parce que selon mes différentes expériences, soit en effet j'avais 2 heures et tout le monde travaillait sur la même question, comme ça permettait de comparer après les réponses et d'amener des débats. Donc ça peut être un des objectifs aussi, c'est vraiment d'amener le débat sur une question. Par exemple, j'avais fait sur de la gestion de projet ERP. Comment est-ce que vous pouvez me construire un programme de change management ? Donc chaque équipe travaillait sur cela et après on partageait. Donc les groupes aussi après allaient en mouvement d'un groupe à un autre dans l'espace. Donc on bougeait et on bougeait vers la présentation. D'habitude, on voit en fait l'étudiant qui vient derrière le bureau, qui projette. Donc en fait, les apprenants restent statiques. Là, on est aussi en mouvement pour écouter chaque groupe. Alors, est-ce que c'est la méthode finalement du Word Café que tu utilisais, c'est-à-dire que tu utilises, c'est-à-dire une personne, il y a une première idéation avec plusieurs étudiants, et après une personne reste et accueille de nouveaux étudiants en expliquant ce qu'elle a fait avant, ou est-ce que c'est une autre technique ? C'est une autre technique, mais c'est vrai que le Word Café se prête aussi bien à cette logique de mouvement. Là, c'est vraiment une autre technique, c'est-à-dire que pour un groupe de 30, par exemple, on va faire 6 groupes de 5, qu'on va donc distribuer dans la pièce avec ces Magic Paper. Ils vont travailler pendant X minutes sur la question. Quand le timing est terminé, ils doivent en fait présenter chacun leurs résultats. Et en fait, chaque groupe reste toujours à la même table. Mais par contre, après, chaque groupe va présenter. Donc les 30 élèves se déplacent et doivent écouter aussi chaque groupe. D'accord. Voilà, donc c'est pas tout à fait quand même un World Café. D'accord, oui. En fait, comme tu dis, c'est vrai que ce qu'on pourrait voir en général, c'est que, comme tu dis, les étudiants vont présenter devant toute la classe en se mettant au tableau avec un diaporama ou autre, de manière assez traditionnelle, entre guillemets. Et là, comme tu dis, finalement, c'est un petit peu comme un salon professionnel, on va dire, où les étudiants vont tourner de stand en stand et puis comme ça avoir des informations. Et peut-être ça marque davantage puisque c'est pas tout à fait au même endroit, etc. Donc peut-être qu'au niveau, effectivement, comme tu disais, de l'ancrage mémorial, ça fonctionne mieux, quoi. Oui. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal et justement ça incite beaucoup plus, je trouve, en tout cas au débat, puisqu'ils sont en mouvement et puis qu'ils comparent aussi un petit peu ce qu'ils ont fait. Donc, bon, faut quand même en tant qu'enseignant animer en mettant en valeur on va dire les critiques constructives et pas essayer de voir qui a la meilleure réponse ou pas. Donc après c'est le système d'évaluation, on pourra reparler après, qui peut aussi jouer un rôle. Et la deuxième option qu'on peut voir aussi dans ce type de travail, c'est quand on a un cas, par exemple, qui est très lourd. J'avais eu le cas notamment sur un cours justement de 2 heures où le cas faisait 14 pages, où j'avais plein de questions. Et comme j'étais intervenante, il fallait que je fasse ce cas, mais c'était quand même compliqué en 2 heures de faire travailler les étudiants là-dessus. Donc c'était intéressant de mettre donc les étudiants dans différents groupes. Chacun avait une question. Et chacun travaillait justement sur cela, sur des Magic Papers. Et pareil, avec cette notion, on va dire, de mouvement, en fait, comme c'était sur en plus entreprise libérée, donc il fallait quand même qu'ils réfléchissent sur
des problématiques et avoir quelque chose de plus critique, etc., on voit bien quand même que quand ils doivent justement se bouger de l'espace et même sortir de leur ordinateur, que ça c'est une des règles aussi, mais j'y reviendrai, qu'il faut poser, ils commencent un petit peu à beaucoup plus échanger, et je trouve qu'en tout cas les idées sont plus émergentes. La limite de mon propos, hein, j'en ai bien conscience, c'est qu'on reste quand même sur des espaces fermés, donc le mouvement reste limité. Mais en fait, rien que le fait de les obliger à se mettre debout, à fermer leur ordinateur, à interdire le smartphone, parce qu'ils doivent parler, parce qu'ils doivent écrire sur les post-it. En fait, l'interdiction n'est pas forcément explicite, mais elle se comprend d'elle-même. Les oblige vraiment à se diriger vers le Magic Paper, se diriger vers le crayon, prendre un petit peu les post-it. Pour aider les personnes plus introverties, on commence toujours par 5-10 minutes où ils doivent écrire sur les post-it en silence, tranquillement. Ça leur permet aussi d'avoir un peu une zone de passage entre le moment où ils sont un peu passifs en cours avec l'ordinateur, ils écoutent le professeur, et le moment où ils se mettent en action. Donc ça aide aussi notamment les personnes plus introverties. Mais il n'empêche que le fait qu'ils aient une zone presque de liberté de mouvement dans la classe, moi j'ai vu quand même une transformation dans les comportements des apprenants. Parce qu'ils sentent qu'ils ont une zone de liberté qu'ils n'avaient pas avant. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça devient presque une innovation parfois de ne plus utiliser le numérique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez intéressant, je trouve. On parle beaucoup de low-tech aujourd'hui, et tu insistes sur le fait que justement, on ne pourrait pas ça le faire, notamment sur des outils de tableau blanc numérique. Pour toi, ce ne serait pas aussi intéressant. Je pense notamment à des outils comme Miro, par exemple. Je ne sais pas si tu connais Miro, Mural, par exemple. Alors moi j'utilise beaucoup Métro Rétro par exemple, qui est aussi en fait une logique de post-it mais plus virtuelle. Donc ça j'utilise, mais ça j'utilise plus pour par exemple des grands groupes, quand je veux animer des grands groupes, parce que la problématique qu'on a sur ce genre de type d'animation, je vais d'ailleurs la voir à la rentrée, parce que je vais avoir des groupes de 40-50, c'est est-ce qu'on arrive à animer en mouvement un groupe de 40-50, sachant que voilà, les règles aussi c'est vous pouvez parler mais vous pouvez rigoler aussi, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une bonne ambiance, mais pas trop fort, il faut respecter. Si vous faites pas un jeu de je parle de plus en plus fort puis après ça devient un brouhaha, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que pour moi en tout cas l'outil virtuel aujourd'hui je l'exclus du processus quand vraiment je leur demande de se lever de leur table. D'ailleurs je fais en sorte de pousser les tables, je vide l'espace au maximum, ce qui n'est pas évident aujourd'hui dans les espaces qui nous sont proposés dans les écoles en règle générale, hein, c'est pas spécifique à l'IMT, c'est un peu partout, c'est que le mobilier, c'est assez drôle, mais n'est pas mobile. Donc on a des mobiliers immobiles, ou très peu mobiles, et donc il faut aussi prévoir un temps d'installation de l'espace. Et même pour l'étudiant, c'est assez déstabilisant. Dans une université, j'avais donc bougé les tables avant qu'ils arrivent le matin, et il restait juste un petit interstice peut-être de 30 cm entre deux tables. J'avais des étudiants qui se glissaient dans l'interstice pour retrouver un petit peu le confort de la protection de la table, pour réussir un peu à retrouver, oui, je pense, leur zone de confort. Oui. Donc il y a un côté quand même logistique, entre guillemets, pour les personnes qui écoutent peut-être, oui, quand on veut mettre en place ce genre de choses. Donc là, tu parlais de paper, entre guillemets, c'est des Magic Paper, voilà. Alors, en plus, ça se transporte très très facilement, donc il faut prévoir le Magic Paper, donc qui est un rouleau. Alors idéalement, c'est vrai que c'est pas l'idéal sur le plan, on va dire, écologique. Ça reste du plastique. Donc c'est vrai que si on peut avoir des paperboards classiques, papier, moi je préfère, mais on peut pas toujours. Donc en tout cas, j'utilise aussi du Magic Paper pour réussir à faire ces animations. Les crayons, qui sont des types crayons type Velleda, hein, effaçables. Les post-it, prévenir les élèves d'apporter un crayon, parce que justement, on est beaucoup en virtuel ordinateur, ils ont de moins en moins de crayons, c'est assez étonnant, mais il faut aussi leur dire qu'ils ont besoin d'un crayon. Et prévoir, c'est vrai, un temps en début de cours pour éventuellement redisposer en tout cas les tables, soit en îlot, soit carrément les pousser pour ne pas les utiliser du tout. Après, c'est un choix. Mettre un système juste de chaises en rond. Voilà, ça, c'est aussi à l'enseignant de choisir un peu comment réorganiser son espace. Après, tu peux demander aux étudiants de t'aider quand tu veux organiser l'espace. Oui. Souvent, ils sont... en plus, ils proposent. Donc, la plupart du temps, ils aident. Mais c'est vrai que souvent, le premier cours... j'aime bien, moi en tout cas, commencer à préparer un peu seul pour faire mes tests, mais ça après c'est chacun qui choisit. Mais en tout cas, il faut en tout cas prévoir ce temps logistique et le temps aussi donc de mise en place qui n'est pas négligeable. Donc d'expliquer les règles, de laisser le temps aussi aux étudiants de comprendre qu'on change un peu la configuration du cours. Le cours que j'avais fait l'année dernière
auprès d'apprentis, justement, où je leur demandais de fermer l'ordinateur, d'aller sur le Magic Paper et puis de prendre des post-it. Et au début, ils étaient vraiment sur leur îlot de table, avec l'ordinateur devant eux, et puis à se regarder et essayer de résoudre la question, mais assis et devant l'ordinateur. Donc, il faut aussi, à un moment, en tant qu'enseignant, aller les voir en leur disant « Vous fermez votre ordinateur, vous devez vous lever, je ne veux pas avoir une seule personne assise. » Et ça, c'est assez compliqué, finalement. Et puis après, tu peux très bien découper la séance avec une partie d'apprentissage en mouvement, et puis une autre partie où tu vas passer peut-être sur un outil numérique. Enfin, tu vois, ce ne serait pas non plus inenvisageable, entre guillemets, de faire, pourquoi pas les deux, mais c'est important de bien cloisonner, peut-être, comme tu dis, le temps de cet apprentissage en mouvement ne doit pas se faire avec du numérique. Ça, c'est intéressant pour les personnes qui écoutent. Et je voulais savoir, est-ce que, du coup, au niveau du retour des étudiants, est-ce que tu as, parce qu'on fait une évaluation des enseignements qui est systématique à IMTBS, est-ce que tu as eu des bons retours par rapport à ces pratiques pédagogiques ? Alors moi, j'ai d'excellents retours des étudiants. Ils adorent ça. J'ai toujours le fait, c'est très dynamique, ils ont l'impression vraiment justement d'apprendre parce qu'ils réfléchissent beaucoup ensemble. Enfin, je sens quand même que c'est aussi un apprentissage qu'on appelle en profondeur et non pas en surface. C'est-à-dire comme ils ont dû vraiment rentrer dans la question, travailler ensemble, restituer assez rapidement finalement, parce que c'est donc pendant le cours qu'on restitue. Donc il faut aussi penser à la structure de la restitution. C'est aussi un travail de groupe. J'ai toujours eu de très très bons retours et j'ai toujours aussi quelques étudiants qui n'apprécient pas l'exercice et qui me demandent de rester sur l'ordinateur. Ils préfèrent avoir des logiciels. Par exemple, sur le cours d'apprentissage de l'année dernière, ils avaient aussi l'usage d'un logiciel de modélisation de processus qui s'appelle Camunda. J'ai un étudiant qui me dit restons sur Camunda. Mais ça, je pense que c'est aussi normal. Mais globalement, les étudiants sont très très demandeurs parce que ils ont le sentiment justement d'avoir une voix aussi. C'est un moment comme nous on parle plus, on se positionne en animateur, en coach, en tant qu'enseignant. On leur demande vraiment d'avoir un output très rapide sur un sujet quand même souvent assez complexe, gestion de projet, entreprise libérée. Donc il faut quand même avoir une réflexion et forcément collective parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Et dans les évaluations que tu as pu donner, tu n'as pas constaté depuis cette pratique, même si peut-être que tu le fais depuis le départ, mais au niveau des compétences qu'ils doivent acquérir, leur niveau te semble correct? Par rapport aux compétences qu'ils vont acquérir grâce à ces techniques ou qu'ils sur l'apprentissage du cours de manière globale, par exemple, si tu as un cours, je sais pas, sur les systèmes d'information, oui. Est-ce qu'au terme de ces séances-là, toi, ça te semble efficace en termes d'apprentissage? Alors ça me semble efficace, mais pas seul. C'est-à-dire pour moi, c'est une technique d'animation en cours en cours. C'est-à-dire quand on a 30 heures de cours, on ne peut pas juste baser son cours évidemment que sur ça. Ça fait partie du panachage un peu des techniques pédagogiques qu'on peut proposer pour aussi stimuler les différents types de personnalités des étudiants. Certains vont être plus à l'aise, on le sait, dans des aspects théoriques, d'autres pratiques, d'autres vont être plus à l'aise dans des animations plus extraverties, entre guillemets, d'autres plus introverties. Donc pour moi, ça fait plus partie d'un ensemble, dans un dispositif global, on ne peut pas faire que ça. Et tu le vois plutôt en début ou en fin de dispositif, du coup? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut faire une sorte de ice-breaking, c'est intéressant de le faire même au début. Pour justement leur dire tout de suite, ce cours-là, je vois par exemple les PGE1, peut-être que je vais leur faire ça l'année prochaine, pour leur dire, vous sortez de prépa ou d'un système, là sur ce cours, on veut justement un peu changer ce que vous avez pu connaître avant, donc ça permet aussi de les mettre tout de suite en mouvement physiquement, mais aussi en mouvement intellectuellement sur ce changement. En milieu, ça permet d'avoir aussi des exercices, on va dire, de consolidation de ce qu'on a vu avant. Et enfin, ça peut aussi servir d'évaluation. Par exemple, sur les évaluations que j'ai pu faire via cette méthode, donc c'est une évaluation plus collective, donc j'ai une grille et à chaque présentation, je note aussi ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont réussi dans un laps de temps finalement assez court à présenter leur idée et aussi finalement à animer un débat. D'accord. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est être capable de construire leur idée collectivement, derrière de restituer et aussi d'accepter les idées des autres et de voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans le travail qu'ils viennent de faire, qui est finalement aussi une demande de compétences à développer en entreprise.
J'avais une dernière question. Est-ce que tu leur dis justement aux étudiants, quand tu commences le cours, est-ce que tu leur expliques pourquoi tu mets en place cette méthode-là? Est-ce que tu leur dis que voilà, le fait de se déplacer, ça va améliorer leur posture, etc., d'apprenant ou pas? Pas dans ce sens-là, parce que je pense que c'est un peu abstrait quand même. Par contre, je leur dis vraiment très concrètement que c'est une animation qui me vient aussi de mon expérience professionnelle, qui est une façon de travailler qui se développe énormément en entreprise et que ça va leur servir demain. Et que même en tant que stagiaire, par exemple, ça peut être une idée pour eux d'animation s'ils doivent animer une réunion ou si leur chef leur demande, ou leur manager leur demande quelque chose, ça peut vraiment aussi les aider. Je leur présente plutôt comme ça, dans une vision plus pragmatique de ce qu'ils peuvent avoir comme demande demain et comment est-ce que ça peut aussi les aider, ne serait-ce que la méthode en fait. Et tu t'es inspiré je sais pas, d'ouvrages, de livres ou de pratiques de terrain uniquement, ou est-ce que tu as des ressources également à tout hasard, hein? Alors les ressources, je les ai plutôt, on va dire, lues, ou en tout cas je me suis intéressée a posteriori. Donc c'est d'abord vraiment, c'est quelque chose qui vient vraiment du terrain. C'est vrai que dans mes recherches, je travaille aussi avec une collègue sur le paradigme des mobilités de Uri et Scheller, donc sur justement comment est-ce que le mouvement physique, l'interprétation de cette mobilité, les pratiques de mobilité en fait changent les relations sociales, ce genre de choses. Donc ça c'est vrai que je pense que ça participe aussi à ce phénomène en fait, c'est que ce mouvement physique qu'on va encourager au sein de groupes et de la classe va aussi modifier leurs relations sociales. Et par exemple, je pense que sur des classes qui ne se connaissent pas, ça peut aussi être hyper intéressant. C'est pour ça que je me dis qu'en PGE1, je vais les avoir en plus en premier semestre l'année prochaine. C'est aussi intéressant pour qu'ils fassent connaissance, pour qu'ils travaillent plus ensemble, pour mélanger les groupes. C'est aussi quand même assez intéressant. Couplé par exemple pour boire le café aussi, ça peut être pas mal. C'est quelque chose aussi à exploiter, je note. Et également, c'est vrai que j'avais lu pas mal les travaux aussi de François-Xavier de Vaujany qui avait testé des pratiques de walking, donc faire marcher ses étudiants, mais même lui, il allait dehors, donc il y a des retours d'expérience aussi là-dessus. Il y a énormément de choses à faire sur le mouvement. Moi, je présente aujourd'hui toute petite partie d'une toute petite possibilité, mais je pense que voilà, j'invite même les enseignants-chercheurs et puis tous ceux qui travaillent autour de la pédagogie à exploiter cette dimension du mouvement pour aller même encore plus loin. Je pense qu'on peut encore aller plus loin. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi des choses qui se font ici à l'école par d'autres enseignants et qui s'incluent aussi dans cette logique de mouvement. Non, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est un peu le retour du corps aussi dans l'apprentissage. Comme tu l'as dit, aujourd'hui on est plus statique avec les écrans, avec les claviers, etc. Et finalement, c'est des pratiques ancestrales aussi, hein. On le voyait, je suis pas forcément expert, hein, de toute cette période grecque, etc. Mais je sais qu'il y avait cette idée de maître élève qui marche et puis qui font leur cours. L'apprentissage se fait comme ça en marchant. Il y avait des péripapétique. D'accord, le péripapétique. Tu vois, comme ça j'aurais le mot aussi. Écoute, merci en tout cas. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié de mentionner? Oui, je pense qu'il y a une limite à la discussion qu'on a eue, c'est qu'on ne parle que du présentiel. Aujourd'hui, je pense qu'il y aurait une ouverture à des réflexions sur le mouvement dans des cours en distanciel. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, mais voilà, c'est une question ouverte que j'invite à discuter plus tard, peut-être. Non, mais c'est vrai, c'est des vraies problématiques. Peut-être lorsqu'on aura enfin des outils de réalité virtuelle qui seront de qualité, on va dire, qui seront suffisants pour simuler justement cette présence, peut-être qu'on pourra imaginer ce genre de choses. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les Zooms ou autres, pour l'instant on est statique, on peut créer des groupes, mais c'est pas forcément un déplacement en tant que tel, pas physique. Voilà, on parlait de Miral pour faire justement plutôt du design thinking, et ça fonctionne bien, hein, mais il n'y a pas cette dimension en tout cas physique. Effectivement, c'est une vraie question avec l'hybridation aussi des enseignements qui va se massifier de plus en plus. Écoute, Anne-Laure, merci beaucoup, hein, pour ton retour, vraiment super intéressant. Et puis on mettra quelques liens du coup par rapport aux ressources que tu as données là, sur la fin pour les personnes qui seront intéressées. Et puis j'invite notamment spécifiquement aussi les enseignants d'IMTBS à venir vers toi si jamais cette pratique-là peut les intéresser. Oui, et puis avec plaisir. Et si même eux-mêmes souhaitent enrichir de leur propre expérience, moi je suis tout à fait preneuse. Super, écoute, merci beaucoup et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédago Flash.